Chers téléspectateurs, c'est l'actualité qui va nous fournir la matière de notre exposé d'aujourd'hui, puisque ces jours derniers, le canal de Suez s'est trouvé bloqué par un transporteur géant. Alors l'affaire apparemment aujourd'hui est surmontée, mais cela va m'amener à évoquer avec vous ce que fut l'histoire du canal de Suez, la naissance de ce projet, sa réalisation et tous les enjeux économique, géopolitique, dont cette affaire était porteuse. C'est une histoire évidemment complexe. Il s'agissait de relever un défi technique manifestement très difficile à l'époque. Il y avait aussi en question un enjeu géopolitique. Je vais vous citer pour cela le discours de réception de Ferdinand de Lesseps à l'Académie française, prononcé par Ernest Renan. Voici ce qu'il disait. Le grand mot « Je suis venu apporter non la paix mais la guerre » a dû se présenter à votre esprit. L'isthme coupé devient un détroit, c'est-à-dire un champ de bataille. Un seul Bosphore avait suffi jusque-là aux embarras du monde. Vous en avez créé un second, bien plus important que l'autre, car il ne met pas seulement en communication deux parties de mer intérieure. Il sert de couloir de communication à toutes les grandes mers du globe. En cas de guerre maritime, il serait d'un suprême intérêt, le point pour l'occupation duquel tout le monde lutterait de vitesse. Vous avez ainsi marqué la place des grandes batailles de l'avenir. Donc une vision des choses assez pessimiste qui a été en partie infirmée. En effet, le canal a d'abord été un trait d'union entre l'Orient et l'Occident au cours du prospère 19e siècle, mais il y a eu aussi, nous le verrons, en 1914, en 1940, à la faveur des deux guerres mondiales, des combats qui se sont livrés pour le contrôle de cette voie d'eau décisive et plus tard, évidemment, dans le contexte des guerres israélo-arabes, le contrôle du canal a constitué aussi un enjeu majeur. Alors de quoi s'agit-il en fait? Eh bien, l'isthme de Suez, il a été composé par des apports alluviaux de la branche pélusiaque, la plus orientale du Nil, tout cela combiné avec un relèvement tectonique du fond de la Méditerranée orientale, dans le contexte de l'activité de la Rift Valley, ce long sillon qui va des grands lacs africains jusqu'aux vallées du Jourdain et de l'Oronte, et tout cela a créé les conditions naturelles donc de l'apparition de cette bande de terre séparant en fait l'Afrique de l'Asie, séparant la Méditerranée au nord de la mer Rouge au sud. Dans l'Antiquité, le golfe de Suez, d'ailleurs, remontait beaucoup plus loin vers le nord, et il gagnait les actuels lacs amers, et il était donc plus profond d'une soixantaine de kilomètres par rapport à la situation actuelle. Dans un contexte général où la partie nord de la zone est plate, ce sont des régions marécageuses qui correspondent donc à la partie orientale du delta du Nil, et puis ensuite au sud, le terrain est plus accidenté avec les hauteurs du Sinaï à l'est et celles du Djebel Attaka à l'ouest. Là, vous avez des couches calcaires dures où il a fallu creuser pour terminer les travaux du canal. Mais de manière générale, les conditions naturelles étaient plutôt favorables, surtout si on considère avec celles qui prévalaient quand il a fallu ensuite aménager les travaux qui permettront de percer l'isthme de Panama. Alors ce canal de Suez, entre guillemets, il existe en fait dès l'époque pharaonique, dès l'époque du Moyen Empire, puisqu'il y a une liaison établie entre le Nil et la mer Rouge. Et c'est encore plus évident au Nouvel Empire, notamment sous la 19e dynastie rendue célèbre par Ramsès II. Vous avez un canal à l'époque qui se détache du Nil à hauteur de Boubastiz, l'actuel Sagazig, et qui rejoint le grand lac amer, et à partir de là, la mer Rouge, car à l'époque, le grand lac amer débouchait directement sur la mer Rouge avant qu'une accumulation de dunes ne sépare les deux zones. Dès la basse époque égyptienne, le pharaon Néchao, c'est Hérodote qui nous le raconte, Néchao c'est le pharaon qui a commandité un voyage de
comme navigation de l'Afrique à l'époque, à propos de la réalité duquel on discute encore, eh bien, sous Nécao, on prévoit également de réaménager une liaison avec la mer Rouge, mais c'est sous l'occupation des Perses achéménides, que tout cela sera mis en œuvre. Hérodote nous raconte que dans ce canal, 2 trirèmes pouvaient se croiser et que le parcours entre le Nil et la mer Rouge prenait normalement 4 jours. Toute cette activité va se développer à l'époque hellénistique, sous la dynastie lagide issue des conquêtes d'Alexandre. Ptolémée Philadelphe va créer le port d'Arsinoé, à l'emplacement actuel du port de Suez, et c'est l'époque où va se développer le commerce de ce que l'on appelle à l'époque la mer Érythrée, c'est-à-dire toute la partie nord-orientale de l'océan Indien. Sous l'empereur romain Trajan, le canal en question est restauré. Ensuite, il est négligé à l'époque byzantine, et puis remis en état dès le 7e siècle, dès le 8e siècle, à partir de la conquête arabe. Cela dit, quand les Abbassides prennent le pouvoir à Bagdad, eh bien, ils vont fermer le canal, car ils vont privilégier la voie commerciale terrestre en direction du golfe Persique plutôt que la voie maritime impliquant la mer Rouge et ensuite le contournement de la péninsule arabique. Il faudra attendre ensuite 11 siècles pour que un canal soit de nouveau ouvert pour assurer la liaison entre Méditerranée et mer Rouge. En effet, les souverains musulmans successifs d'Égypte, les chiites fatimides, les ayyoubides, les mamelouks, vont abandonner complètement cette voie pourtant précieuse, mais toute cette région suscite un nouvel intérêt à partir du XVIe siècle, à l'époque où les Portugais ont contourné le cap de Bonne-Espérance et établi une route des Indes tout à fait inédite pour contourner l'obstacle que constituait l'Empire ottoman, le bloc ottoman. Mais en même temps que s'ouvrait cette route des Indes à l'initiative des Portugais, eh bien le commerce traditionnel levantin de Venise ou de Marseille se trouvait ruiné. Et évidemment, dans ces villes de la Méditerranée occidentale, dans ces ports jadis prospères, on imagine toujours la possibilité de rétablir un lien avec l'Inde, et donc l'idée d'un canal permettant une liaison de ce genre va finir par ressurgir. On y pense à Venise, bien sûr, première concernée. Le pape Sixte Quint a quelques projets aussi dans ce domaine, mais c'est surtout au XVIIIe siècle, dans la France de Louis XV, que l'on imagine de nouveau quelque chose de ce genre, à l'initiative notamment du marquis d'Argenson, secrétaire d'État à la Marine, qui se prononce en faveur de la construction d'un canal ouvert à tous les chrétiens, un canal commun et ouvert à tous les chrétiens. Alors, les Français, certes, ont perdu l'Inde en 1763 lors du désastreux traité de Paris. Ils n'ont conservé que les fameux 5 comptoirs que l'on sait, mais à l'époque de Louis XVI, on maintient toujours un intérêt pour des projets en direction de l'Orient, des agents de Louis XVI, Montigny en 1776, Choiseul-Gouffier en 1777, Volney en 83-84, voyage en Orient, vont renseigner le roi à ce sujet, vont rendre compte de leur voyage, et tous mettent en avant l'intérêt que présenterait un canal permettant, à partir du bras oriental du Nil, de gagner la mer Rouge et d'assurer ainsi indirectement la liaison entre la Méditerranée et l'océan Indien. En 1790, les armateurs et les marchands marseillais envoient même un rapport à l'Assemblée constituante pour ranimer en quelque sorte ce projet. Et puis bien sûr, il va prendre une dimension tout à fait nouvelle avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798. Talleyrand, qui est aux affaires étrangères à l'époque, établit alors un parallèle tout à fait intéressant. Pour lui, la création d'un canal de Suez serait aussi fatale pour les Anglais, le commerce anglais des Indes, qu'avait été fatal pour Venise le contournement du cap de Bonne-Espérance par les Portugais
portugais quelques siècles plus tôt. Et dans les instructions qui sont données au général Bonaparte, eh bien, il lui demandait d'étudier la manière dont on pourrait couper l'isthme de Suez, et en tout cas, on lui demande de prendre le contrôle de la mer Rouge. L'idée, c'est toujours, évidemment, d'occuper des positions susceptibles de gêner la politique anglaise aux Indes. Bonaparte, d'ailleurs, va s'exécuter en compagnie de Berthier, de Caffarelli, de l'amiral Ganteaume et de l'ingénieur Lepère. Il va se rendre jusqu'à Suez en décembre 1798, sans que cela ait des résultats à court terme, mais l'ingénieur Lepère présentera en 1803 un rapport très complet sur la question et sur les possibilités qu'il y aurait d'établir un canal entre le Nil et la mer Rouge. Le 19e siècle voit, à l'époque où l'Angleterre domine les mers, un essor considérable du commerce avec les Indes, avec l'Orient, mais la distance est beaucoup plus longue, les délais sont beaucoup plus importants quand on passe par la route du Cap, et l'intérêt pour une solution égyptienne, entre guillemets, se maintient. Cela va être d'autant plus facilité qu'en Égypte, eh bien, vous avez un mercenaire d'origine albanaise qui, agissant au nom du sultan, a pris le pouvoir. C'est le fameux Mehmet Ali, et qui est un souverain tout à fait moderniste, décidé à transformer de fond en comble le pays, et qui ne peut qu'avoir une oreille favorable face aux propositions qui vont dans le sens d'un canal, là où les Anglais, évidemment, sont extrêmement méfiants, surtout si l'idée vient de France, eux-mêmes privilégiant l'existence d'une voie ferrée entre Suez et Alexandrie, ce qui permettait donc de transporter les marchandises de la mer Rouge à la Méditerranée de cette manière. Du côté des Français, c'est la secte saint-simonienne qui est en pointe à ce moment-là. Les saint-simoniens, qui sont apôtres du développement de l'industrie, du commerce, et prêts pour cela à imaginer toutes les innovations, eh bien, ils sont des partisans farouches de la construction d'un canal. En 1833, l'un des leurs, Prosper Enfantin, se rend en Égypte, où il va étudier le problème pendant près de 4 années. En 1846, même, une société d'études pour la réalisation du canal de Suez, qui réunit Enfantin, Paulin Talabot, un autre saint-simonien, le fils de l'ingénieur anglais Stephenson, qui a été le créateur du chemin de fer. Cette société donc se constitue pour préparer un projet à ce sujet. Tout est remis en cause, évidemment, par les révolutions qui agitent l'Europe en 1848. Il faudra attendre encore quelques années. Et en 1854, tout change avec l'arrivée à Alexandrie de Ferdinand de Lesseps, un diplomate qui a imaginé lui aussi un canal réunissant les deux mers. Et ce qui change là, c'est que Ferdinand de Lesseps, c'est un ami du khedive Mohamed Saïd, le fils de Mehmet Ali. Il est de plus d'esprit saint-simonien, donc tout à fait ouvert à ce type de projet. Il n'est pas spécialement anti-anglais, mais l'Angleterre, elle, au contraire, veille au grain de très près et tout à fait hostile à tout projet visant à établir, surtout si les Français sont à l'origine, un canal en Égypte. Lesseps, il est né en 1805. Par sa mère, il est lié à Eugénie de Monteiro, qui deviendra plus tard, on le sait, l'épouse de Napoléon III. Il vient d'une famille de diplomates. Lui-même a embrassé la carrière. Il a été en poste au nom de la France à Tunis, à Alexandrie, à Barcelone, à Madrid et enfin à Rome, au palais Farnèse, où il se trouve notamment en 1840 à l'époque de l'éphémère République romaine qui va disparaître du fait de l'intervention française, rétablissant le pape Pie IX dans tous ses pouvoirs à l'époque où c'est le parti de l'ordre qui domine en France, même si Louis-Napoléon Bonaparte a déjà été élu président quelques mois plus tôt.
comme on soupçonne Lesseps d'avoir eu des sympathies pour Mazzini et les républicains romains, il va être de fait écarté, va se retirer dans son manoir de la Chênaie où il va approfondir son projet de canal, ce projet qui lui tient à cœur. D'autant, je l'ai dit, qu'en 1832, quand il était en poste à Alexandrie, il s'est lié d'amitié avec Mohamed Saïd, le fils de Mehmet Ali. Le résultat, il est arrivé en Égypte, je l'ai dit tout à l'heure, et un firman du 30 novembre 1854 va lui confier la mission de créer une compagnie universelle ayant pour objectif le percement de l'isthme de Suez. Alors un système très précisément imaginé, avec des bénéfices de l'exploitation du canal qui reviendraient pour 15% à l'Égypte, 10% aux fondateurs de la société et 75% aux actionnaires. Ceux-ci obtenaient une concession de 99 ans à l'issue de laquelle l'Égypte reprendrait tous les droits sur le canal, mais devrait verser une indemnité pour toutes les infrastructures réalisées par la compagnie. Un projet donc tout à fait complet qui est peaufiné par les ingénieurs Mounel et Linan et qui est présenté au début de 1856. Alors évidemment à Londres, on s'inquiète. On fait pression sur le sultan de Constantinople, puisqu'il est le suzerain de l'Égypte de Mohamed Saïd. Le gouvernement Palmerston est très remonté contre cette entreprise française. On avait déjà eu une crise à propos de l'Égypte en 1840, qui finalement s'était réglée. La France avait renoncé à ses ambitions à ce moment-là. Ferdinand de Lesseps se tourne vers les banquiers pour récupérer le capital nécessaire. Les Rothschild sont prêts à s'engager, mais en exigeant des commissions absolument énormes, c'est tout à fait prohibitif, ce qui fait que Lesseps va s'adresser directement au public et va rencontrer un très grand succès puisqu'il va réunir 25 000 souscripteurs. Comme dans le même temps, Mohamed Saïd décide de passer outre aux oppositions du sultan de Constantinople, la suzeraineté ottomane étant devenue extrêmement théorique, extrêmement formelle, eh bien le 25 avril 1859, on a le premier coup de pioche des travaux. 20 000 fellas ont été réquisitionnés. Les travaux avancent assez vite. Dès la fin novembre, eh bien, on est arrivé au lac Timseh, au nord du tracé de l'actuel canal. Et si Mohamed Saïd meurt en janvier 1863, son successeur, le Khedive Ismaïl, ne remet absolument pas en cause les engagements qu'il a pris, malgré les manœuvres de Noubar Pacha, qui est une créature de l'Angleterre et qui est son ministre des Affaires étrangères. Alors les Anglais, que vont-ils faire? Ils vont lancer une campagne de presse sur le mode humanitariste pour dénoncer le travail forcé imposé aux malheureux fellas chargés de réaliser les travaux du canal. La pression va être forte, le chantier sera même suspendu pendant un temps, mais la reprise des travaux sera là dès 1864 avec des ouvriers d'ailleurs recrutés dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais des ouvriers qu'il faut payer davantage et donc les coûts de réalisation augmentent en conséquence. Mais comme en 1866 le gouvernement ottoman finit par donner son autorisation officielle, eh bien les choses avancent et les travaux vont continuer jusqu'à l'inauguration du 17 novembre 1869, cérémonie tout à fait considérable puisque on aura là l'impératrice Eugénie, le prince de Galles, l'empereur d'Autriche en personne, le Kronprinz de Prusse, qui viennent célébrer en quelque sorte l'ouverture de ces 174 kilomètres de voies d'eau qui unissent la Méditerranée à la mer Rouge. Alors les Anglais, évidemment, sont obligés d'avaler leur chapeau, mais enfin ils vont faire semblant d'être beaux joueurs, car ils n'ont pas dit leur dernier mot. Dès 1870, le Times considère qu'après tout, le canal de Suez, c'est pas si mal. Il faut dire que l'écrasante majorité des cargaisons
qui circulent, ce sont des cargaisons anglaises qui assurent la liaison entre l'Angleterre et puis Bombay et puis l'Inde. Donc ils vont faire en quelque sorte amende honorable par rapport à l'opposition farouche qu'ils avaient manifestée en amont, mais ils vont immédiatement engager des manœuvres leur permettant de récupérer le coup. Et en novembre 1875, comme le Khedive a des difficultés financières importantes, il va vendre les 177 000 actions sur les 400 000 du capital initial qui lui avait été réservé. Et à ce moment-là, Disraeli, le Premier ministre anglais, avec le soutien de la Banque Rothschild, va réagir au quart de tour et va acheter les actions en question, ce qui fait qu'au bout du compte, Français et Anglais vont se retrouver à établir un condominium financier sur l'Égypte, l'Angleterre étant en quelque sorte rentrée dans le jeu par ce biais-là. Résultat de tout cela, eh bien, en Égypte, cela va entretenir toute une agitation nationaliste animée par un certain Arabi Pacha, et en 1882, eh bien, une soixantaine d'Européens sont massacrés à Alexandrie, ce qui suscite immédiatement une intervention anglaise. Les rebelles sont battus à Tel el-Kébir, mais du coup, les Anglais vont s'installer militairement dans la zone du canal. Et les Français, eux, restent passifs dans cette situation. Le gouvernement Freycinet est bloqué en effet au Parlement du fait de l'opposition, notamment celle des radicaux de Clémenceau, qui dénoncent les aventures coloniales. Ce qui fait que malgré le souhait de Gambetta et le souhait de l'amiral Conrad qui commandait la division navale du Levant, eh bien les Français restent passifs dans cette affaire. Cela va entraîner l'apparition d'une question égyptienne entre la France et l'Angleterre. On en aura un écho quelques années plus tard à Fashoda en 1898, et finalement tout cela ne se réglera qu'avec l'entente cordiale en 1904, quand la France renoncera à ses prétentions en Égypte. Entre-temps, en octobre 1988, une convention de Constantinople a proclamé la neutralité du canal, où donc tous les navires pourront circuler, et ils le feront sans difficulté si l'on accepte les périodes des deux guerres mondiales jusqu'en 1956. Le succès est total. 436 000 tonneaux circulent en 1870, il y en aura plus de 20 millions en 1912 et 34 millions en 1938. Le canal de Suez est devenu une voie absolument majeure du commerce international. Il ne peut pas échapper toutefois au contexte de guerre. En 1915, les Turcs de Djemal Pacha marchent sur le canal de Suez, ils seront finalement repoussés. En 1940, ce sont les forces italiennes de Graziani qui tentent de s'en prendre à l'Égypte sous contrôle anglais, elles seront repoussées. Et il en ira de même si c'est beaucoup plus difficile, en 1942, à El Alamein, quand il faudra tenir tête à l'Africa Corps du maréchal Rommel. L'Égypte indépendante, entre guillemets, c'est une indépendance toute formelle depuis 1936, n'a toujours pas retrouvé la maîtrise de la zone du canal. Et le roi Farouk, qui règne sur l'Égypte, qui est un fantoche de l'Angleterre, ne pose pas trop de problèmes de ce point de vue. Mais en 1952, le coup d'État des officiers libres change la donne, et en 1954, par un accord conclu le 19 octobre, eh bien, les Anglais s'engagent à évacuer la zone du canal dans les 20 mois qui suivent. En juillet 1956, quand les Américains, qui reprochent au colonel Nasser de ne pas se ranger clairement dans leur camp, refusent le financement du barrage d'Assouan, eh bien, Nasser annonce en juillet 1956 la nationalisation du canal de Suez, avec à la clé l'intervention franco-anglaise que l'on sait, victoire militaire évidemment, mais échec politique total sous la pression des États-Unis, de l'ONU, de l'URSS. Les Français et les Anglais vont devoir renoncer, et l'Égypte retrouve la pleine souveraineté sur le canal. Pour quelques années seulement, puisque la guerre des 6 jours de 1967 fait que les Israéliens arrivent sur la rive
rive orientale du canal et que le trafic sur celui-ci se trouve bloqué pendant plusieurs années ensuite, jusqu'à la guerre du Kippour de 1973, où dans le compromis qui intervient à l'issue, eh bien, le trafic va pouvoir reprendre sur le canal, mais déjà celui-ci a perdu de son importance, étant donné que les pétroliers géants venant du Golfe sont désormais trop importants pour l'emprunter et font le tour par le cap de Bonne-Espérance. Le canal n'en demeure pas moins un axe essentiel du commerce mondial. On l'a vu, à peu près 10% du commerce mondial global passe par le canal de Suez, et on l'a vu à l'occasion de l'incident survenu ces jours derniers. Dans le contexte de la mondialisation, l'histoire du canal de Suez donc n'est pas véritablement terminée. Il y a quelques jours, le 26 mars, était le triste anniversaire du massacre de la rue d'Isly à Alger. Qui aujourd'hui se souvient? Qui aujourd'hui sait ce qui s'est passé ce 26 mars 1962 à Alger? Ils sont très peu nombreux, à part les survivants, les familles de victimes, les rapatriés d'Algérie. Pourtant, si vous interrogez des jeunes gens, en particulier des jeunes qui s'intéressent au nationalisme ou à quelques causes romantiques, de tous bords, ils vous parleront avec des airs attristés du Bloody Sunday, ce massacre de civils irlandais par l'armée britannique lors d'une manifestation pacifique pour les droits civiques à Derry, en Irlande du Nord, le 30 janvier 1972. Ce drame a fait 14 morts et 26 blessés. Dans ces blessés et ces morts, beaucoup de jeunes, beaucoup morts une balle dans le dos alors qu'ils essayaient de s'enfuir. Cet événement tragique a inspiré des artistes tels que John Lennon ou le célèbre groupe pop irlandais U2. Le gouvernement anglais a quant à lui ouvert une enquête pour faire la lumière sur le drame. Les victimes ont un mur dédié à leur mémoire à Derry. Personne au Royaume-Uni n'ignore plus le drame du Bloody Sunday. Les victimes de la rue d'Isly n'ont pas eu le même traitement. Dans le grand public, rares sont ceux qui savent ce qui s'est passé le lundi 26 mars 1962 à Alger à 14h50, chez les jeunes en particulier. Rares sont ceux qui savent que l'armée française a tiré sur des Français. Rares sont ceux qui savent que la tuerie a fait plus de 80 morts et des centaines de blessés. Rares sont ceux qui savent et qui comprennent que cet événement n'est pas un accident de l'histoire, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté politique. Cet événement n'est jamais rentré dans les livres d'histoire et le silence délibéré qui mène à l'oubli est aussi un acte politique. Pourtant, la guerre d'Algérie est finie depuis bientôt 60 ans. Lors, ce lundi du 26 mars 1962, Alger est sous le choc et bientôt sous tension extrême. Depuis le 19 du même mois, car le gouvernement français, contrairement aux promesses de De Gaulle, a signé les accords d'Évian avec le FLN. Ces accords n'ont pas eu les effets escomptés, le cessez-le-feu n'en est pas un. Les combats ont redoublé d'intensité, les actions et les hostilités contre les Européens aussi, et puis il y a également les actions menées par l'OAS. En réaction à l'attaque il y a quelques jours, menée le 22 mars par les commandos Delta de l'OAS contre un escadron de gendarmerie et qui a fait plusieurs morts chez les fonctionnaires, l'armée a mené des opérations puis encerclé et isolé Bab el Oued, le quartier populaire d'Alger, où les activistes de l'OAS seraient retranchés. Les habitants du quartier ont du mal à se ravitailler, à se soigner, vivent sous la pression, les exactions des forces gouvernementales. Ils ne peuvent même pas enterrer leurs morts. En signe de solidarité avec Bab el Oued, en signe de protestation contre le blocus de ce quartier, une manifestation pacifique est organisée. Elle est interdite par le préfet de police. Pourtant, il laisse faire. Les gens se rassemblent principalement sur le plateau des Glières, un lieu nommé à Alger ainsi, car il s'y trouvaient les monuments de ceux tombés pour la France lors des deux guerres mondiales. Quelle ironie, on est juste en haut de la rue d'Isly. C'est une foule pacifique qui se regroupe ce lundi avec de nombreuses femmes, enfants, jeunes gens, des anciens combattants aussi. Il fait beau et chaud à Alger comme d'habitude et la foule pieds noirs manifeste gravement, mais toujours avec ce fond de joie de vivre caractéristique des Français d'Algérie. En tête des drapeaux français. Les photos de la manifestation avant les tirs témoignent de cette ambiance. On y voit des jeunes filles souriantes en jupe courte et des jeunes hommes dans des attitudes qui n'ont rien d'hostile. Et puis il n'y a pas d'armes. On chante, on s'interpelle, on rit. Une survivante, 17 ans à l'époque, parle d'une ambiance de kermesse. Aucun militaire ni aucun barrage croisé ce jour-là dans les rues de la ville n'empêche les manifestants de se rassembler et ensuite d'avancer vers Bab el Oued.
C'est comme si on avait dirigé la foule du centre d'Alger où se dresse la Grande Poste, on l'avait dirigée vers la rue d'Isly, qui est une longue rue commerçante. Devant l'immense bâtiment de la Grande Poste, la foule tombe sur un barrage d'une autre sorte. C'est juste à l'entrée de la rue d'Isly. Un barrage composé de 45 soldats d'un détachement de tirailleurs du 4e régiment de tirailleurs. Les manifestants s'étonnent un peu car ce ne sont que des musulmans du bled. On le voit, ils n'ont pas l'habitude du maintien de l'ordre, ils ont des visages fermés. Ils sont commandés par un jeune lieutenant kabyle du nom de Houchen Daoud qui est seul responsable du barrage. Tout d'abord, le flot de manifestants contourne la barricade, on les laisse passer, puis on les bloque. Le cortège est coupé en deux. Annie Ferrandis, 17 ans, au moment des faits, et qui a perdu l'une de ses sœurs ce jour-là, raconte « Je regardais le militaire qui me faisait face. C'était un très jeune homme, plutôt blond, avec une petite moustache claire. Il me semble que je le revois encore. Ce garçon était beau, il me paraissait charmant, et dans ma naïveté de jeune fille, j'espérais qu'il allait nous comprendre et nous permettre de continuer notre route. » Mais très rapidement, certains manifestants sont inquiets de l'attitude des tirailleurs. Il y a de la tension dans l'air. Un jeune lieutenant, sortant de son service militaire et qui était présent à la manifestation, se souvient parfaitement de l'énervement qu'il a senti chez les soldats. Il tentera même de parler au lieutenant entre officiers. Il a remarqué le visage tendu de celui qui devrait être son frère d'armes. Il remarque aussi que les soldats arment leurs fusils, et en particulier le fusil mitrailleur AA-52 sur bipied. Il comprend alors très vite qu'ils vont tirer, ce qui va lui donner le temps de se mettre à l'abri dans une encoignure de porte après avoir prévenu les gens autour de lui. Les tirs font un carnage. D'après les témoins, le soldat qui a déclenché la tuerie était celui qui manœuvrait le fusil mitrailleur. Cette arme a une portée de 2 ou 3 kilomètres et le soldat arrosait littéralement les manifestants. Les autres tirailleurs tiraient sans discontinuer aussi. Les victimes étaient atteintes la plupart du temps dans le dos, car dans la panique, les malheureux ont tenté de se mettre à l'abri contre les murs des magasins. Les balles ricochées et les vides prisés tombés se transformaient en guillotine pour ceux qui essayaient d'échapper à la mort. Soudain, il y eut une accalmie de quelques secondes. Quelques survivants se sont relevés, mais les tirs ont repris de plus belle, les fauchant cette fois-ci. La fusillade a duré 12 minutes. 12 longues minutes. Un colonel qui était là témoigne. À 14h30, on avance sur l'horaire, le cortège drapeau en tête se forma et se présenta au barrage de la rue d'Isly. Les hommes de tête discutèrent un moment avec l'officier, un lieutenant français, qui après des hésitations donna libre accès au cortège. Il fut acclamé par les manifestants qui se mirent en route en chantant la Marseillaise. Ayant suivi la foule, je me trouvais vers la place d'Isly quand j'entendis des rafales de mitrailleuses. Je quittai le cortège, fis demi-tour et revins sur mes pas. Arrivé à hauteur de l'avenue Pasteur, la fusillade faisait rage. Je vis des tirailleurs fusillant à bout portant tous les malheureux, hommes, femmes, enfants, passant à leur proximité. Tous les postes placés aux différents endroits tiraient vers la poste, rue d'Isly, avenue Pasteur, escalier Lacépède. Partout, des corps allongés dans des flaques de sang. La fusillade dura environ 15 minutes. Je vis des tirailleurs recharger leurs armes. Le témoignage est confirmé par une autre victime présente alors qu'elle n'était pas à la manifestation. C'est un jeune instituteur de 23 ans qui témoigne. Je me trouvais à l'angle du boulevard Baudin et de la rue Charras. Tout à coup, des CRS se déployèrent en courant de chaque côté du trottoir, s'embusquant derrière les arbres, s'agenouillant en position de tir. Sans aucune provocation, sans sommation, ils ouvrirent subitement le feu sur les gens qui se trouvaient dans la rue, sur les femmes et les enfants. C'était terrifiant et révoltant, incompréhensible. On m'a dit plus tard que des CRS avaient été blessés ou tués. Pour moi, je ne vis personne les attaquer. En fait, 2 barrages de CRS se faisaient face à quelques distances. L'un boulevard Baudin, l'autre avenue de la Gare. Ils tirèrent ensemble sur la foudre, en tir croisé et un peu dans tous les sens. Je suis persuadée qu'ils se sont blessés les uns et les autres involontairement. Le 4e régiment de tirailleurs a en effet donné le signal d'une fusillade générale. La presse étrangère présente, en particulier américaine, racontera ces horribles instants, encore une fois, où les gens sont tirés comme des lapins dans le dos et parfois à bout portant. 2000 douilles vont être amassées après la tuerie et les médecins qui ont soigné les blessés ont constaté des blessures par balles explosives qui font des dégâts irréparables. À ce propos, je vous livre encore une fois un témoignage, celui de Monique Ferrandis qui avait 19 ans au moment des faits. J'ai couru avec les autres en direction de la banque et je me suis jetée à plat ventre sur le trottoir. Il n'y avait pas longtemps que j'étais allongée. Je sentais les balles qui passaient au-dessus, qui s'enfonçaient dans le mur et j'ai été touchée. J'ai senti une brûlure atroce dans la fesse gauche, une brûlure qui s'est irradiée dans mon ventre, qui m'a fait énormément souffrir immédiatement. J'avais le bassin pris dans un étau, lourd, avec une brûlure. J'ai appris plus tard que c'était une balle explosive. Tous ces témoignages sont très difficiles à lire. Mais il faut aussi vous parler de la manière dont les blessés et les morts ont été ramassés sans ménagement et débarqués en hâte et sans la moindre précaution à l'hôpital. Les survivants sont alors pris en charge par une équipe médicale dévouée mais atterrée par ce qu'elle voit. Les Algérois viennent dès qu'ils le peuvent donner leur sang pour les transfusions car bientôt il n'y en a plus assez à l'hôpital. Il faut aussi vous raconter la mort du docteur Massona, venu avec sa trousse pour aider les blessés et abattu à bout portant comme d'autres victimes. Les traces de poudre sur les vêtements ne faisaient aucun doute. Il faut parler des gens poursuivis dans les escaliers.
Et pour vous finir, il faut vous parler des 2 plus jeunes victimes âgées seulement de 10 ans. Vient-on à une manifestation avec la volonté d'en découdre avec des enfants aussi jeunes ? Il y eut près, ou même plus de 80 victimes et plusieurs centaines de blessés, dont certains marqués à jamais dans leur chair. Pourtant, le soir même, lors de son allocution télévisée pour demander au peuple de voter oui au référendum sur l'autodétermination de l'Algérie, enfin le peuple, sauf les premiers concernés, les habitants des départements algériens, le général de Gaulle, qui pourtant devait son retour au pouvoir au pied noir, n'eut pas un mot pour les victimes. De tous les corps qui furent ramassés, la plupart ne furent pas rendus à leurs proches et les familles n'ont pas eu le droit de célébrer une cérémonie religieuse, encore moins dans une église. On les emmena directement au cimetière Saint-Eugène d'Alger pour les enterrer. Pas de traces, pas de photos de corps alignés. Sur les raisons de cet horrible événement, il faut regarder les faits. On laisse les manifestants se regrouper, on met des barrages qui les canalisent jusqu'à une artère en majorité en ligne droite où toutes les voitures ont été enlevées, supprimant tout abri potentiel au gibier qu'a constitué la foule pacifique ce jour-là. Un policier présent, le 26 mars, parlera d'une véritable nasse. Il ne fait aucun doute que la volonté du pouvoir était de briser la résistance pied noir et de se débarrasser définitivement du problème. 2 témoignages de politiques confirment sinistrement cette théorie. Le préfet de police Vitalis Kross écrivit « La nouvelle que nous redoutions et espérions à la fois arriva. Les tirailleurs avaient ouvert le feu. » Puis, le témoignage du haut-commissaire Fouché qui protestait de son limogeage après 68, car de Gaulle lui reprochait de ne pas avoir osé faire tirer pour mater les manifestations. « J'aurais osé, s'il avait fallu, souvenez-vous de l'Algérie, de la rue d'Isly. Là, j'ai osé, et je ne le regrette pas, parce qu'il fallait montrer que l'armée n'était pas complice de la population algéroise. » Le pouvoir qui n'assume pas tente encore de se dédouaner en inventant une histoire rocambolesque de tirs venant des fenêtres qui aurait déclenché la peur des soldats et leur réaction meurtrière. Certes, l'atmosphère générale à Alger était tendue. Certes, il y avait les actions de l'OAS, mais aucun témoin présent sur place, encore une fois des journalistes de la presse étrangère en particulier, n'ont entendu ce soi-disant tir provocateur. Et quand un tir vient d'une fenêtre, on tire sur la foule pacifique, en face, pendant 12 minutes, sur des femmes et des enfants. Les faits, rien que les faits. Quelle curieuse décision de mettre ainsi des soldats inexpérimentés dans le maintien d'ordre en ville. Le général Haïré, commandant supérieur interarmée en Algérie, aurait d'ailleurs donné l'ordre de ne pas engager ce régiment dans une telle manifestation, arguant que c'était une excellente troupe de combat mais qui risquait de perdre son sang-froid devant la foule. Et l'ordre est resté lettre mort ou n'a jamais été transmis. Malgré les actualités du jour qui rapportent ce qui s'est passé rue d'Isly, la volonté d'étouffer l'affaire est visible. Les images filmées le jour même ne seront diffusées qu'en 1963. Même le service de la morgue d'Alger, qui avait naïvement envoyé les photos des salles remplies des morts de la rue d'Isly pour les faire développer en France, ne les a jamais revues. Il faudra attendre 2008 pour qu'un documentaire avec les témoignages d'un certain nombre de rescapés soit diffusé sur France 3. On voit en particulier le film poignant de la fusillade où l'on entend une voix désespérée demander au lieutenant de faire cesser le feu. En tout cas, le but politique est atteint. La résistance de la population pied noir a été irrémédiablement brisée, affaiblie en tout cas, à partir du 26 mars. Et cela a envoyé un signal au FLN. Les disparitions de repères, les exactions contre eux se sont multipliées jusqu'au point culminant que représentent les massacres d'Oran le 5 juillet 1962, où encore une fois, on brisait l'obstination des Français d'Afrique du Nord à rester sur cette terre. Cette fois-ci, en les livrant à leurs bourreaux sans que l'armée française sur ordre n'intervienne. Le grand exode allait pouvoir commencer. On peut penser ce que l'on veut de la colonisation, de la décolonisation, de l'Algérie, française ou pas. Mais si on a un minimum d'honnêteté, on doit admettre qu'il est ignoble de cacher ce crime d'État et se demander pourquoi le massacre de la rue d'Isly, comme les massacres d'Oran, sont demeurés cachés pendant des décennies, au mépris de toute justice, et sont toujours timidement évoqués, tandis qu'on nous abreuve chaque jour sur notre culpabilité en Algérie. Tous les ans, une cérémonie est célébrée quai Branly, où il a été obtenu en 2010 que les noms des victimes de la rue d'Isly soient inscrits sur le mémorial national de la guerre d'Algérie. Le même jour, une messe est célébrée en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Ces commémorations sont l'œuvre de l'association des familles des victimes de la rue d'Isly qui fait un travail considérable pour lutter contre l'oubli. Elle est dirigée par Nicole Ferrandis, dont 2 des sœurs ont été grièvement blessées, rue d'Isly, et la 3e tuée. Il faut se souvenir du 26 mars 1962, en parler aux jeunes générations, car comme l'écrit Jean Ténéroni dans le Figaro Vox, l'occultation du massacre de la rue d'Isly tue les victimes une 2e fois. J'ai parlé un peu plus de 12 minutes. Cet exposé a duré le temps de la fusillade du 26 mars 1962 à Alger.